Quand on est touché par un cancer dans une forme rare, par définition, on connaît peu de gens atteints par la même maladie. Avoir une association de patients sur laquelle on peut s'appuyer, c'est donc particulièrement précieux. Eh bien, c'est précisément le cas de l'association NMP Belgique. NMP pour néoplasme myéloprolifératif. Ce sont en fait des cancers du sang rares. Je suis ici au CHU du Sartillement à Liège et je vais y rencontrer deux personnes. D'une part Christophe, qui est un patient atteint de NMP, et d'autre part une hématologue, le professeur Gaël Verteneuil, qui d'ailleurs est la plus grande supportrice de l'association NMP Belgique. C'était Patrice Goldberg. Il est le journaliste et présentateur de la 2e saison de ce podcast. En 3 épisodes, il se penche sur les maladies du sang et plus particulièrement sur les NMP. Il s'agit d'une initiative de la maison de production Tamara Twist, rendue possible grâce au soutien de Novartis. Christophe, bonjour. Docteur Verteneuil, bonjour à vous. Alors nous sommes réunis tous les trois à propos du rôle des associations de patients, en particulier la vôtre, Christophe. Pour commencer, pourriez-vous nous parler un petit peu de vous personnellement d'une part, et puis aussi de l'association que vous représentez, NMP Belgique, en expliquant peut-être ce que veut dire NMP bien sûr. Mais d'abord, parlez-nous un petit peu de vous. Parler de moi dans le cadre de NMP Belgique, c'est parler d'un patient atteint d'un néoplasme myéloprolifératif, D'où le NMP. d'où le NMP, plus particulièrement d'une polyglobulite vaqueuse, qui a été découverte il y a maintenant 5 ans, après 3 malaises qu'on peut qualifier d'AVC. S'ensuit un traitement, une première panique. On se retrouve dans des services d'oncologie et c'est des mots qui font toujours un peu peur. S'ensuit une incompréhension avec les premiers médecins et les rapports avec les premiers médecins et donc une panique qui grandit et donc forcément on est le candidat idéal pour aller lire tout ce qu'on dit sur la maladie sur Internet. Un journaliste lambda, un copywriter lambda qui passe ses journées à écrire et qui, depuis qu'il a été diagnostiqué, cherche essentiellement à, j'ai parfois envie de dire, à diffuser la bonne parole, c'est-à-dire dire aux gens que non, il ne faut pas avoir peur de la maladie parce qu'on a une chance énorme, c'est qu'on a des médecins merveilleux, 2, des traitements qui sont occupés à être développés dans... La maladie représente, enfin les NMP, les néoplasmes myéloprolifératifs, comportent 4 maladies différentes et dans les 4 maladies, on a la chance d'avoir des traitements maintenant qui permettent de mener une vie tout à fait normale. Et c'est donc pour cette raison-là que vous avez créé cette association pour justement, comme vous dites, diffuser la bonne parole, d'éviter de paniquer parce qu'il y a justement ces traitements qui existent. Le souci était qu'il n'existait rien en Belgique francophone. Rien en tant qu'association, vous En voulez tant dire. qu'association, on a pris contact avec l'association néerlandophone, les choses se faisant toujours bien, et puis parce que les contacts étaient bons, on s'est dit mais pourquoi ne pas créer une association du côté francophone de la Belgique ? C'est comme ça que c'est né. Ça croît. Ok. Docteur Verteneuil, de votre côté, d'abord quelques mots à votre propos. Donc moi, je suis hématologue ici au CHU de Liège depuis avril 2021. J'ai un intérêt particulier dans les néoplasies myéloprolifératives, à la fois en clinique et à la fois en recherche, parce que j'ai fait une thèse de doctorat sur le sujet, une thèse de recherche fondamentale. Et j'ai un intérêt en clinique parce que je vois beaucoup de patients atteints de cette pathologie. Et depuis 1 an, je suis également la présidente du comité des MPN de la Société belge d'hématologie. Est-ce que vous avez beaucoup de patients qui sont atteints par justement ces pathologies dans votre service? C'est considéré comme des pathologies rares, mais nous, actuellement, je dirais que dans le service, on suit plusieurs centaines de patients avec globalement une L'ensemble de ces néoplasie. Voilà, c'est pathologies ça. qu'on appelle NMP. Mhm. Est-ce qu'en résumé, on peut dire schématiquement qu'il s'agit de différents types de cancers du sang? Tout à fait, donc des cancers de la moelle osseuse où, de manière globale, en fait, une cellule souche acquiert. Donc les cellules souches, c'est un peu les cellules mères de toutes nos cellules sanguines. Une cellule souche va acquérir une mutation au niveau de son ADN et elle va le transmettre aux cellules filles. Et toutes ces cellules-là vont avoir une capacité de prolifération accrue et ça va se traduire dans la prise de sang par un excès de plaquettes, un excès de globules rouges, un excès de globules blancs, etc. Et c'est à ce moment-là qu'on découvre
découvre qu'il y a la maladie. Tout à fait, oui. Alors Christophe, dites-moi comment votre ASBL a-t-elle été créée? Vous m'avez expliqué tout à l'heure qu'il y avait une association flamande et puis vous vous êtes dit on va copier-coller peut-être ce qui se fait avec cette association. Mais est-ce qu'il y a une circonstance particulière qui a fait qu'il faut qu'on crée notre propre association? Au départ, la volonté n'était pas de créer une association. La volonté était, je voulais que les gens comprennent de quoi on parle. Le souci, et malheureusement je dois revenir sur notre ami Google, le souci est que quand on va lire, on peut lire le pire comme le meilleur. Surtout le pire. Surtout le pire parce que les gens adorent ça vend mieux. Et le souci pour moi était d'arriver à apporter une information. Et donc, quand on a créé l'association, on l'a créée sur base d'un acronyme qui est AGIR, c'est-à-dire accompagner les gens, les guider vers les solutions qu'on peut leur offrir, les informer sur ce qui se passe dans le monde, parce qu'en tant qu'association, on a accès à de l'information que d'autres n'ont pas. On peut la vulgariser et donc informer les gens et les représenter. C'est-à-dire que quand on a une association et qu'on peut dire dans notre association, il y a X centaines de personnes, les gens ont tendance à plus nous écouter que quand on arrive tout seul et qu'on dit « Oh, j'ai quelque chose à dire ». Quelle est la mission la plus essentielle de votre association selon vous? Informer pour rassurer. Une fois qu'on a l'information, on sait ce qu'on a et on sait comment agir contre la maladie. Docteur Verteneuil, à votre tour, pouvez-vous nous parler de l'importance des associations de patients? Quels sont les principaux avantages pour les patients de s'adresser à une association de patients? En fait, quand on diagnostique à quelqu'un une maladie de la moelle, bah, c'est souvent un choc. Et en plus, bah, les néoplasies myeloprolifératives sont des maladies rares, méconnues du grand public. Et donc, quand on parle à un patient de maladie de Vaquez, de thrombocythémie essentielle, de myélofibrose, il en a souvent jamais entendu parler. Donc, ça peut créer un peu un sentiment d'isolement. Et là, bah, les associations, je trouve que l'acronyme est vraiment très bien choisi. Bah, ça permet, d'avoir quand même un réseau de soutien. Ça permet d'avoir une information qui peut être plus facile à comprendre, vulgarisée, etc., plutôt qu'aller regarder sur Google. Ça permet aussi de rencontrer des personnes qui vivent la même chose que soi. Donc ça, c'est les points les plus importants. Et un des points essentiels, surtout en début de la maladie, je trouve, c'est à l'information et vraiment d'avoir des patients qui vivent la même maladie que nous. Parce qu'on parle du cancer, mais le cancer, ça regroupe Oui, il n'y a pas un cancer, ça n'existe pas. Il y a une multitude de cancers. Oui. exactement, et même dans les néoplasmes myeloprolifératifs, c'est différentes pathologies avec différents traitements. Et ça, je pense que c'est hyper important pour les patients. Donc le fait de rencontrer quelqu'un avec la même maladie, ben, on peut discuter aussi de certains symptômes, de certains un peu trucs et astuces parfois que les patients trouvent et à la limite viennent nous communiquer en consultation, et aussi de se sentir légitime dans sa pathologie. J'ai eu un exemple récent cette semaine où je voyais une patiente pour un peu un second avis par rapport à sa maladie, et elle m'expliquait qu'elle faisait des séances de revalidation avec d'autres personnes atteintes d'un cancer au sens large. Mais elle me disait, ben, moi, on me demande, c'est qui ton oncologue? J'ai dit, ben, je n'ai pas un oncologue, moi j'ai un hématologue. Ou, ben, moi, je suis en rémission. Elle dit, ben, moi, je ne serai jamais en rémission. Pourquoi est-ce que tu n'as pas perdu tes cheveux? Pourquoi? Et donc, la patiente me disait, mais moi, je ne me sens pas légitime en disant que j'ai un cancer parce que ce n'est pas la maladie qui représente le cancer comme dans l'imaginaire des gens, quoi. Mais au Donc bout du voilà. compte, elle a pu justement Ben, se dire je lui ai qu'elle était voilà, légitime. c'était cette semaine, hein, donc je lui ai justement leur parlé de l'association en disant, ben, le problème, c'est que vous ne rencontrez pas des personnes qui vivent la même chose que vous. Donc voilà, normalement, elle va vous contacter prochainement. Voilà, je pense que ça, c'est hyper important d'avoir quelque chose d'individualisé par rapport à sa pathologie. Ok, alors Christophe, dites-moi, au jour le jour, quels sont les services, quels sont les soutiens que vous pouvez proposer et que vous offrez aux patients? Alors, le soutien principal, c'est de réagir aux messages. Alors, on est bien évidemment connecté via Facebook, via LinkedIn, on a le site Internet, on a des adresses Internet. Et je pense qu'au jour le jour, ce qu'on peut apporter aux patients, c'est de leur répondre quand ils sont en situation de crainte, de panique, De détresse, de questionnement. d'essayer de les détourner justement de cette facilité
et je mets des guillemets à faciliter, qui serait de dire je vais publier mes résultats sanguins et je vais demander aux autres ce qu'ils pensent. Et là, nous, ce qu'on essaye de faire au quotidien, c'est de dire aux gens, non, vous avez des médecins, et allez chez le médecin, parce que le médecin va pouvoir vous expliquer. Moi, les premières semaines, comme je n'avais pas d'association, mais j'avais fort peur parce que je voyais mes chiffres qui passaient de plus 100 à 300, et puis la prise de sang suivante, je retombais à 200, et je comprenais absolument rien. Donc, en tant qu'association, notre but, c'est quand même au quotidien de dire aux gens, et les gars, on est vivant, on avance, on est bon, continuons notre vie. Moi, je veux dire aux gens qu'on a eu la chance de tirer le bon concert. C'est-à-dire qu'on a des traitements, on peut suivre les choses, et moi, j'ai des amis qui, pour le moment, sont dans des services d'oncologie. Ils ont beaucoup moins de chance que moi, quoi. Voilà. Donc, je pense que c'est ça qu'on peut transmettre au quotidien aux gens. Vous avez aussi des initiatives pratico-pratiques, genre pièces de théâtre, journée patient, des goodies et ce genre de choses, je crois. On a fait une pièce de théâtre, ça c'est pour regrouper les gens, en fait pour inciter les gens à parler entre eux. C'est-à-dire que quand on se retrouve à 50, 100 dans une salle de théâtre, il y a le plaisir d'avoir vu une pièce de théâtre, les gens sont plus relaxés. Et puis de partager. Et donc en fait, partage après, entre eux. On a été très surpris d'entendre des gens parler à cœur ouvert comme ça tout d'un coup. C'était très émouvant. On participe à des événements avec des médecins généralistes pour les sensibiliser à ce qu'est la maladie, à ce que sont les symptômes, parce que les symptômes sont des symptômes que moi je qualifie d'anodins. On a la peau qui gratte, on mange un peu moins, on a mal à la tête, on maigrit. Alors parfois tout le monde est content, il se dit je maigris, et puis à un moment on se dit c'est quand même pas tout à fait normal. C'est pas tout à fait normal. Ouais. Donc on participe à ce genre d'événements. On crée des événements, on en a créé ici à Liège, à Bruxelles, pour expliquer aux gens ce qu'est la maladie, ce que sont les traitements. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'on ne pourra jamais s'arrêter de faire des événements pareils parce que les traitements changent. Et que moi, chaque semaine, j'entends que « Ah non, mais pour ça, on a quelque chose maintenant. » Et on entend à travers le monde des médecins qui combinent des traitements. C'est magique. Et les traitements même progressent, en fait. Les traitements progressent. Et vite. Heureusement. Docteur Verteneuil, vous confirmez, les associations de patients travaillent finalement en concomitance avec les professionnels de santé comme vous. Tout à fait. Donc, je dirais qu'on travaille en fait vraiment main dans la main, où d'un côté, en fait, les associations de patients, elles peuvent nous transmettre des besoins ou des questions pour avoir les patients et dont ils ne nous parlent pas en consultation. Les associations permettent de nous communiquer ces besoins. Et nous, de notre côté, on essaie de contribuer à transmettre des informations claires, fiables, et notamment, comme on avait évoqué les séminaires qui ont été faits cette année-ci, un des séminaires qui était organisé à Liège, ça se basait en fait sur des questions de patients où certains disaient, moi, on m'a dit que j'avais une myelofibrose stade 2, qu'est-ce que c'est ? Je leur ai dit, je ne sais pas non plus ce que c'est. Et j'ai expliqué de manière un peu vulgarisée la myelofibrose. Est-ce qu'il existe des études qui démontrent des vraies différences entre des patients qui sont soutenus par une association et des patients qui ne le sont pas ? Ça, à ma connaissance, non. Maintenant, de manière globale, avoir un soutien pour un patient, c'est toujours positif. Le fait d'avoir un bon moral, ça aide à guérir. Ça, c'est sûr que ce n'est pas du tout démontré, mais ça aide parfois à mieux tolérer les effets secondaires de certains médicaments, etc. Ça contribue à la compliance au traitement, à la compliance au suivi, etc. Et donc, justement, ça permet d'augmenter les chances d'efficacité du traitement en question. Tout à fait, oui. Ok. Christophe, je reviens à vous. Est-ce que vous avez des exemples concrets, je dirais, de patients que vous avez pu aider, que vous avez pu accompagner avec votre association ? Alors j'en ai une en tête qui me vient directement en tête. C'est une patiente qui est dans la région du Luxembourg et qui était totalement perdue parce qu'elle ne recevait aucune réponse dans son environnement proche.
Manifestement, les hôpitaux ne prenaient pas trop en considération ce qu'elle ressentait. Et je pense que là, c'est important, c'est le ressenti. Et on a pu la guider vers d'autres hôpitaux où elle a dit, OK, ça me fait 1 heure de route, ça me fait 1 heure et demie de route. Mais les dernières fois qu'on l'a eu en ligne, elle disait, mais c'est merveilleux parce que j'ai enfin compris ce que j'ai, comment on me soigne, quelle est l'évolution, et qu'en fait, je peux vivre. Et donc, entendre quelqu'un nous dire qu'elle peut vivre grâce au fait qu'on l'a juste à un tout petit niveau guidé vers autre chose, ça donne juste envie de continuer l'association, en fait. Oui, absolument. Alors ça a l'air petit, mais c'est en fait gigantesque, Voilà. évidemment. Ça change du tout au tout. Oui. On ne se rend pas compte, nous, en fait, en tant qu'association, que nos messages... Enfin, moi, je publie sur Facebook très régulièrement, et quand je vois les gens qui réagissent en disant « Oui, je ressens ça aussi », et personne ne me comprend dans mon entourage, et tout d'un coup, ils ont quelqu'un qui les comprend. Et je pense qu'être compris dans ce qu'on vit permet de mieux le vivre. Absolument. Docteur, est-ce que de votre côté aussi, vous pouvez partager l'un ou l'autre exemple où une association a fait une différence? Oui, Oui? tout à fait. Et moi, c'est un autre niveau que ce que Christophe a expliqué. Il y a quelques années, un médicament, enfin, il y avait des soucis dans un processus de remboursement d'un médicament. En fait, le remboursement semblait compromis. Et en fait, c'est une association de patients qui a fait la différence en se mobilisant, en faisant entendre en fait la voix des patients. Ça a permis de débloquer la situation et le médicament a été remboursé et maintenant profite à plusieurs de mes patients. Donc, oui, même au niveau politique, même, je dirais que les associations de patients ont vraiment un rôle à jouer et qui sera de plus en plus important, quoi. Donc, Absolument. On sait que beaucoup de patients se ruent sur Docteur Google et aujourd'hui sur Docteur ChatGPT et autres et sur les réseaux sociaux et tout ça pour chercher des informations, je mets des gros guillemets sur les maladies. J'imagine que vous devez régulièrement débunker, corriger des pseudo-infos ou des pseudo-conseils que certains patients croient découvrir sur Internet. Alors moi, j'essaye de faire les choses dans l'autre sens. C'est-à-dire que plutôt que de dire aux patients non, non, ce que tu dis n'est pas juste parce que c'est jamais gai à entendre, je suis occupé à écrire un nouveau site internet sur ces maladies-là, où j'essaye justement de comprendre comment Dr Google et ChatGPT va réagir pour qu'en fait, quand ils posent une question, ils arrivent sur notre site. Parce que comme ce sera un site localement proche, ils vont être en confiance. Moi, les premières informations fiables que j'ai lues, elles étaient au Canada. Et donc, le Canada, ils ont une façon de parler terriblement différente de nous. Et donc là, voilà, je pense qu'effectivement, il faut à un moment pouvoir dire non, mais vérifiez vos sources. Ce ChatGPT ne donne jamais ses sources. Donc, vérifiez vos sources, surtout quand on parle de santé. Ce qui arrive le plus souvent, ce sont des membres, des patients qui sont sur les réseaux sociaux et qui se donnent des conseils où effectivement on se rend très bien compte que les conseils viennent d'Internet et c'est oh non mais tu devrais faire du sport, tu devrais faire ça et si tu faisais tel exercice tous les jours tu aurais moins mal aux genoux. Enfin voilà, c'est jamais des choses extrêmement graves. Mais Ce ne sont pas des décoctions de plantes chinoises et ce genre de choses. alors, malheureusement, en tant qu'association de patients, on en a eu. On a effacé les messages et on a clairement indiqué que ce genre de message ne trouverait pas sa place sur nos plateformes. Je trouve ça trop dangereux. Mhm. Donc, il y a un moment, il faut être clair avec ce qu'une association de patients peut faire et ne peut pas faire. Et vous, docteur, ça vous arrive régulièrement, j'imagine, de débunker ou corriger quelques pseudo-infos? j'ai pas d'exemple concret vraiment d'informations glanées sur Internet qui me sembleraient complètement loufoques. Voilà, là, il n'y a rien qui me vient spécialement en tête. Maintenant, c'est quelque chose dont on met en garde les patients au diagnostic notamment, en disant ben, c'est humain, c'est le réflexe d'aller taper sur Google et on tombe sur des sites parfois style Doctissimo, pas du tout, ou des forums, voilà, où je leur dis moi-même, je me fais peur. Hein, si je vais là-dessus,
un bouton sur le nez, vous pensez que vous avez un cancer hyper agressif. Donc voilà, on met en garde les patients et nous, à la consultation, on leur propose aussi toute une série de brochures ou des références de sites internet comme la Fondation contre le cancer, etc., ou aussi les associations de patients. Donc, c'est quelque chose qu'on évoque dès le départ, quoi, justement pour éviter que les patients aillent chercher par eux-mêmes sur des sites moins sûrs, quoi. Sur la base de tous ces développements qu'on a aujourd'hui sur les intelligences artificielles, les réseaux sociaux, tout ça, comment voyez-vous l'évolution du rôle des associations de patients, je dirais, dans les prochaines années? Je pense qu'elles vont continuer à jouer leur rôle au niveau des différents axes dont on a déjà parlé, de soutien, d'information des patients. L'intelligence artificielle remplacera jamais l'interaction entre les personnes, donc ça, je n'ai pas de crainte par rapport à ça. Et un point important, c'est le poids au niveau politique pour transmettre les besoins par rapport à l'accès à certains traitements, par rapport au remboursement, par rapport au fait de transmettre des besoins concrets des patients. Je pense que les associations de patients sont amenées à jouer un rôle de plus en plus important dans le système des soins de santé, quoi. Christophe, comment vous la voyez évoluer d'ici 10 ans? Dans les 10 ans qui viennent, je voudrais voir l'association avoir plus de poids. Alors, on peut, oui, au niveau politique, parce qu'effectivement, il y a des tas de choses qui se passent, mais il faut se rendre compte qu'il y a des traitements qui sortent, qui ne sont pas accessibles au grand public. Pas encore. Pas Et vous encore. voudriez... Et je pense que les associations de patients, alors pas NMP Belgique toute seule dans son coin, mais que quand les associations de patients se mettent ensemble, je pense qu'on peut faire entendre raison aux politiques. En attendant, et dès à présent, j'ai envie de dire, s'il y a des patients qui nous écoutent et qui veulent vous rejoindre, Christophe, comment faut-il s'y prendre très concrètement? Alors le plus simple, c'est soit le site web qui est nmpbelgique.be, soit la page Facebook, ils tapent NMP Belgique, il y a une page publique sur laquelle ils n'auront aucun souci à s'installer, et puis une page privée parce que les gens n'ont pas toujours envie de dévoiler au monde qu'ils sont malades. Et là, il y a un questionnaire de 3 questions qui permet de les approuver, et donc ça veut dire qu'on est entre patients, entre proches de patients, Et exclusivement entre vous. voilà. Écoutez, merci, je pense que c'est très clair. Merci à tous les deux pour vos réponses, vos témoignages. Je crois que ce sera très utile pour toutes celles et puis tous ceux qui nous écoutent. Merci encore. Merci. Avec plaisir, merci à vous. Aimez-vous ce podcast? Alors, assurez-vous d'écouter également les autres épisodes. Vous pouvez les trouver sur YouTube et sur les différentes plateformes de podcast. Et tout cela sous le titre « Maladie du sang, vivre avec SNP ». N'hésitez pas à faire suivre cet épisode à d'autres personnes susceptibles d'être intéressées. Merci d'avoir écouté et à la prochaine fois.